Reine des Neiges, c'est un conte populaire dont on connaît le nom, mais beaucoup moins l'histoire. Et contre toute attente, le succès infini du film Disney de 2013 n'aura pas du tout aidé à changer la donne, puisque le scénario de ce long métrage d'animation ne reprend vraiment que pouic de la structure et surtout des personnages du conte initial. Le récit originel souffre d'ailleurs d'un profond manque de visibilité, et surtout, il se trimballe une certaine réputation, surtout de la part des personnes qui l'ont découvert a posteriori les aventures d'Anna et Elsa. Parce que oui, on entend très souvent dire que La Reine des Neiges de Hans Christian Andersen, publiée en 1844, c'est une histoire sombre et fichtrement austère. En tout cas, beaucoup plus que le film Disney, qui serait son exact reflet inversé, lumineux et plein d'humour. Mais ça, c'est la partie immergée de l'iceberg, et on va voir aujourd'hui que si on se penche sur la question, on pourra y voir un peu plus clair sur ce conte soi-disant obscur. Alors oubliez Anna et Elsa, et dites bonjour à Kay et Gerda. La Reine des Neiges, c'est pas la moitié d'un conte, c'est quand même découpé en 7 chapitres, assez fat, donc je vais me permettre de résumer le truc de manière très tranchée. Vous m'excuserez par avance pour cette boucherie narrative, mais j'estime que de temps en temps, pour aller droit au but dans l'analyse d'œuvre, il faut parfois savoir tailler dans l'art. Alors, on débute avec nos deux petites têtes blondes danoises, Kay et Gerda, des voisinous d'amour qui s'entendent bien et passent la balle de temps ensemble. Mais un jour, sans prévenir, Kay reçoit dans l'œil et le palpitant des éclats de miroir maudits qui voltigeaient par là, ce qui aura pour reflet secondaire de transformer l'enfant de cœur en sale gosse cynique qui fait pleurer les petites filles. C'est là qu'arrive la fameuse Reine des Neiges, attirée par la nouvelle personnalité froide et sophistiquée du petit kéké comme un ours par un pot de miel. Elle le kidnappe sur son traîneau, direction son palais de glace où ils pourront discuter de longues heures de la perfection des flocons ou encore, pourquoi pas, de la démographie du Japon. De son côté, Gerda s'embarque quasi à son insu dans un périple à l'arrache pour retrouver Kay et amérit d'abord chez une jardinière possessive qui voudrait bien qu'elle prenne racine auprès d'elle pour toujours. Après cette parenthèse, Gerda rencontre une corneille et sa poulette qui pensent savoir où trouver le garçon, conduisant la jeune fille dans un palais, certes, mais pas celui de la Reine des Neiges. On enchaîne avec un détour chez des brigands de grand chemin qui la captureront. Elle y rencontre une jeune voleuse qui s'est crue dans Pokémon et ne pense qu'à agrandir sa collection privée d'animaux braconnés. Finalement devenue les meilleurs des bestas, elle acceptera de la laisser partir à dos de Serfrousse, direction la Laponie. Gerda y rencontrera d'abord une vieille laponne solitaire qui l'enverra chez une finnoise magicienne qui lui indiquera enfin le palais de la Reine des Neiges. Arrivée sur place, elle retrouve le garçon tout seul et tout bleu en train d'assembler des morceaux de glace pour faire des formes géométriques malgré son ton patraque. Le serrant dans ses bras et pleurant de bonheur, elle lui réchauffera le cœur et sa sale tronche de Kay reprendra finalement des couleurs. Débarrassés de la malédiction et sans nouvelles de la souveraine des flocons, les deux blondinets repartiront chez eux et pourront enfin vivre heureux avant d'être vieux. Voilà, alors résumé comme ça, l'histoire peut paraître un peu chelou, mais en même temps c'est une histoire assez chelou, on va pas se mentir. Et pour cause, La Reine des Neiges, c'est pas un conte si traditionnel que ça. Il a été écrit au 19e siècle par l'auteur danois Hans Christian Andersen, et contrairement à ses confrères Grimm et autres Perrault, ce dernier inventait de toutes pièces la majorité de ses histoires, sans forcément piocher dans les classiques de la tradition orale populaire. Ces contes séduisent par leur originalité et leur style, avec des interventions humoristiques du narrateur qui contrastaient avec le style empoulé de la littérature danoise de l'époque. Ah, comme je vous plains, dit la Laponne, vous avez encore beaucoup à courir. Vous avez plus de 100 lieues à faire pour arriver jusqu'au Finnmark, car c'est là que la Reine des Neiges a sa maison de campagne et qu'elle allume tous les soirs des feux bleus. Je vais écrire quelques mots sur une morue séchée, je n'ai pas de papier, et vous la porterez à la Finnoise là-haut. Elle saura mieux vous renseigner que moi. Et lorsque Gerda se fut réchauffée et qu'elle eut mangé et bu, la Laponne écrivit quelques mots sur une morue séchée, pria Gerda d'en prendre bien soin et attacha de nouveau la petite fille sur le renne qui partit au galop. Et ils arrivèrent au Finnmark et frappèrent à la cheminée de la Finnoise, car elle n'avait même pas de porte. Il faisait une telle chaleur à l'intérieur que la Finnoise se promenait presque toute nue. Elle était petite et très sale. Elle défit tout de suite les vêtements de la petite Gerda, lui enleva ses moufles et ses bottes, sinon elle aurait eu trop chaud, mit un morceau de glace sur la tête du renne et lut ensuite ce qui était écrit sur la morue séchée. Elle le lut 3 fois, après quoi elle le sut par cœur, puis elle mit le poisson dans la marmite, car il n'y avait pas de raison de ne pas le manger, et elle ne laissait jamais rien se perdre.
Andersen, c'est un artiste à part dont l'histoire personnelle est semée d'embûches et d'anecdotes improbables, et le mieux pour comprendre son œuvre, c'est encore d'ouvrir le conte de sa vie. Si on avait déjà pu évoquer à quel point les frères Grimm ont su marquer l'imaginaire collectif à la fois à travers leurs contes et leur propre histoire, ce n'est finalement rien par rapport au personnage de Hans Christian Andersen. Andersen, c'est une image d'Épinal à lui tout seul, icône rassurante du dandy conteur vagabond. On ne compte plus les statues à son effigie, érigées aux quatre coins du globe. On le représente en doux rêveur, artiste sensible, entouré d'enfants captivés par ses innombrables histoires. Une image qui colle à la peau de ce bon vieux Andersen et qu'on retrouve dans pléthore d'adaptations de ses récits. En effet, quand un conte est porté à l'écran, le sympathique gentleman ne rate jamais une occasion de faire un petit coucou invasif, au mieux pour introduire brièvement son histoire, au pire pour devenir acteur à part entière de sa propre fiction. Andersen, c'est aussi un héros national pour le Danemark, dont le parcours tumultueux aux accents de success story américaine inspirera tout un tas de scénaristes avides de lui broder des biopics souvent cousus de fil blanc. Je suis Hans Christian Andersen. Je suis Christian Andersen. Je suis Christian Andersen. Je suis Christian Andersen. Quelle jolie journée. Je suis Hans Christian Andersen. Je suis Christian Andersen. Je suis Christian Andersen. Comment vous appelez-vous? Je suis Christian Andersen. Très bien. Film danois sur sa jeunesse, téléfilm britannique résumant son parcours professionnel et dessin animé qui aborde ses tourments d'artiste, on en a pour tous les goûts et à toutes les sauces, même si c'est pas toujours à son avantage. Oh, c'est pas bon ça. Et d'ailleurs, à la fin des années 30, Walt Disney avait eu pour ambition de réaliser un film consacré à la vie du dandy danois, et ce même avant de travailler sur Blanche-Neige et les 7 nains. Alors il s'agissait d'une coproduction avec la MGM qui se serait chargée de réaliser les prises de vue réelles, pendant que les équipes Disney auraient animé des segments basés sur les différents contes, dont La Reine des Neiges, mais aussi La Petite Sirène. Un projet qui tomba à l'eau alors que Disney était submergé par la production de films de propagande américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Alors le producteur Samuel Goldwyn recyclera tout de même le projet en 1952 qui deviendra Hans Christian Andersen et la danseuse, un film musical fantasque très sympa mais qui raconte clairement n'importe quoi. Effectivement, Andersen y est dépeint comme un humble cordonnier pantouflard, très peu intéressé à l'idée de quitter sa bourgade natale, se satisfaisant très bien de raconter ses histoires aux enfants du village qu'il lâche pas d'une semelle. C'est finalement lorsqu'il sera réprimandé une fois de trop par le professeur de l'école, un grincheux sans imagination qui n'approuve pas du tout ses fabulations, qu'Andersen acceptera l'appel à l'aventure, persuadé que son départ pour la capitale lui permettra de trouver chaussure à son pied en devenant auteur professionnel. Tu imagines, Peter, j'ai décidé d'aller à Copenhague. J'ai décidé d'y aller comme dans une de mes histoires. Au revoir, Hans, au revoir. C'est là que le petit fabricant de souliers rencontrera une danseuse de ballet dont il tombera éperdument amoureux et pour qui il confectionnera des pointes d'une qualité incomparable. L'idylle n'ira pas plus loin, la jeune femme étant déjà heureuse en mariage, laissant le pauvre Andersen avec pour seul amour celui qu'il porte à ses histoires et son envie de les partager avec les petits-enfants. Et c'est un ramassis de conneries du début à la fin. Comme d'habitude, on a le droit ici à un bel exemple de truchement de la réalité par le prisme en Technicolor d'Hollywood. Pour commencer, c'est bien gentil de nouer un lacet entre Andersen et la fabrication de chaussures, mais dans les faits, c'était la profession de son père, et jamais il n'a été question pour lui de reprendre l'affaire. C'est juste un raccourci pour faire écho aux origines modestes du conteur. Parce que oui, si l'artiste était capable de pondre des histoires en or, on ne peut pas dire qu'il soit né avec une cuillère en argent dans la bouche. Cependant, malgré la misère qui touchait globalement la région de sa Fionie natale au début du 19e siècle, ça n'empêchera pas Andersen, dans une de ses autobiographies, de décrire son enfance comme choyée. Son père lui fabrique des jouets, lui lit les 1001 nuits ou les fables de La Fontaine. Sa mère, une simple domestique, fervente croyante, lui insufflera une foi du feu de Dieu. Mais il n'en reste pas moins que son environnement familial est assez dur, entre son grand-père qui n'a plus toute sa tête, sa grand-mère qui travaille dans un asile, sans parler de sa tante qui dirige une maison close. Il sera également profondément marqué par la mort de son père alors qu'il est encore très jeune. Je me rappelais l'hiver précédent, alors que les vitres étaient couvertes de givre, mon père nous avait fait remarquer qu'on y voyait l'image de la Reine des Glaces étendant les bras. « C'est moi qu'elle veut », avait-il ajouté en plaisantant. Se retrouvant seul avec maman dans un modeste appartement, il devra alors exécuter des petits boulots pour subvenir aux besoins de son foyer.
Et bien qu'il ait eu une demi-sœur, il grandira en enfant solitaire, passant de longues heures à rêver en réalisant des costumes pour de petits personnages. Est-ce que tu voudrais un gentil petit camarade? Ça te plairait? Voilà. Une autre contradiction intéressante dans le film de 52, c'est qu'Andersen est dépeint en adulte casanier n'ayant jamais souhaité quitter son village natal. Alors qu'en réalité, il fera très tôt des pieds et des mains pour que sa mère le laisse partir à Copenhague afin d'assouvir ses ambitions artistiques. Andersen exprimera d'ailleurs tout au long de sa vie une profonde passion pour les voyages qui nourrissent son imaginaire. Alors le sujet principal du film de 1952, ça reste quand même la rencontre entre Andersen et la fameuse danseuse du titre. Et effectivement, ce fut un moment extrêmement important dans sa vie qui va marquer à jamais sa future carrière. Non, je déconne. Après que sa mère ait finalement accepté de couper le cordon, le petit Hans Christian de 14 ans arrive donc à Copenhague. Là, il expérimente effectivement beaucoup de voies artistiques différentes, dans le domaine du chant, de la comédie, mais aussi de la danse. Mais même si certaines portes s'ouvriront, à chaque fois, ces expériences se solderont par des échecs. Le plus triste étant qu'il avait réussi à un moment à attirer l'attention d'un chanteur en vogue, tout à fait charmé par son timbre de voix juvénile, jusqu'à ce qu'il mue et perde tout intérêt à ses yeux. Voilà. Bref, dans tout ça, le seul moment qui concorde un minimum avec le personnage de la ballerine, ça tient d'une anecdote sans véritable chute, si ce n'est celle du moral du jeune Andersen. En effet, ce dernier avait obtenu une lettre de recommandation qui devait lui permettre de faire ses preuves auprès d'une danseuse étoile de Copenhague. Certainement fébrile à l'idée de travailler la danse classique avec cette pointure, il finira par la rencontrer, transpirant d'excitation, et ça débouchera sur rien. Voilà, alors l'ironie, c'est de s'imaginer qu'Andersen il a dû se faire tout un film sur cette rencontre, film qui a littéralement été tourné un siècle plus tard quand on y pense. Cette thématique du fantasme s'est d'ailleurs systématiquement exploitée dans les fictions autour de l'auteur. On le représente comme débordant d'imagination, bouillonnant de vie, quitte à parfois être dépeint comme le gars chelou qui est un peu trop dans ses délires. Mais ça donne aussi souvent de très bonnes séquences, comme par exemple dans le long métrage de 52, alors qu'Andersen se retrouve enfermé en coulisses par le mari jaloux de la jolie danseuse, l'empêchant d'assister à la représentation du ballet La Petite Sirène. Ce dernier va alors se représenter un spectacle qu'il entend, mais ne peut pas voir, et ça, c'est très la poésie. J'aime bien. Bref, à travers ces différents biopics édulcorés, on constate une certaine constance, c'est le fait de représenter Andersen uniquement à travers ses contes. Et ça, c'est finalement très réducteur. En fait, ses premiers succès furent des romans, et s'il a pu percer dans le domaine du conte, c'était quand même un écrivain prolifique qui publia pas moins de 5 livres, 5 journaux de récits de voyage, 3 autobiographies, de très nombreux poèmes et même des pièces de théâtre. Une belle notoriété dans le milieu littéraire, surtout en dehors de son pays, et qui lui vaudra d'ailleurs de rencontrer lors de ses nombreux voyages d'autres grands noms de l'époque, comme Victor Hugo, Charles Dickens ou encore Alexandre Dumas. Pour finir avec les clichés, la plus grande idée reçue concernant le bonhomme, ça reste quand même sa dévotion pour les enfants auxquels on l'associe en permanence. Pourquoi? Parce que tu es Hans Christian Andersen. Alors certes, il procédait souvent lui-même à des lectures vivantes de ses contes, ce qui lui permettait d'ailleurs de renouer avec ses velléités de comédien, mais c'était pas toujours pour un jeune public. Il déclamait devant les familles aisées qu'il recevait, adultes comme bambins, et il fut aussi le premier auteur danois à se produire pour la Workers' Association devant une assemblée d'ouvriers. D'ailleurs, si ces contes étaient en partie destinés aux enfants, ils comportaient plusieurs niveaux de lecture, de référence, pour un public bien plus large. Je m'empare d'une idée pour adultes, puis je raconte l'histoire aux petits, tout en me souvenant que père et mère écoutent. Il était d'ailleurs lui-même fâché qu'on l'associe en permanence au marmot, puisqu'il refusa notamment l'érection d'une statue le représentant au milieu d'une tripotée d'enfants attentifs. Le grand Hans Christian Andersen, le meilleur ami de tous les enfants du monde entier. Enfin, si Andersen reconnaît lui-même une certaine naïveté de son caractère, voire une juvénilité, il est loin d'être simplement le doux Candide qu'on s'imagine. Marqué par la pauvreté de sa condition initiale, il est en permanence en recherche de reconnaissance, en particulier dans les milieux aisés. Persévérant, il s'en sortira grâce aux relations qu'il se forgera au fil du temps. Admiré, protégé par certains, il ne se sentira cependant jamais totalement inclus, une véritable blessure pour lui. Il est obsédé par les critiques, à un point maladif.
Il a toujours été convaincu de sa valeur, de son talent, voire même de son destin. Et son ambition passe d'autant plus mal dans les milieux aisés, où l'on préfère qu'un membre du peuple, même doué, fasse preuve d'humilité. Et c'est cette même complexité que l'on retrouve d'ailleurs dans ses contes, véritable miroir à peine déformant de sa vie et de ses obsessions. Voilà, alors maintenant qu'on connaît mieux le bonhomme et son art, voyons ce que 70 ans de cinéma et de télévision ont retenu de tout ce bazar. Alors, on commence en 1957 avec La Reine des Neiges de Jeff Atamanov, premier long métrage adaptant le conte d'Andersen et assurément le plus connu. C'est un film majeur qui a reçu de nombreux prix dans divers festivals et qui est considéré encore aujourd'hui comme un pilier de l'animation russe ayant influencé des studios du monde entier. En l'occurrence, il y a une anecdote très souvent reprise concernant Hayao Miyazaki qui, à un moment de sa vie où il était empreint au doute, aurait trouvé dans ce film une source de motivation pour poursuivre dans le domaine de l'animation. En bref, c'est clairement une adaptation à voir parce qu'elle est culte. Bon après par contre faites gaffe parce qu'il existe plusieurs versions et il y en a une à éviter à tout prix parce qu'elle est franchement dégueulasse. Alors au choix vous pouvez vous mater la version russe ou le premier doublage français qui est très bien hein, mais alors attention parce qu'il y a eu un second doublage à l'occasion d'une réédition DVD qui est atroce. Vous laissez pas berner hein, parce que ça se vante d'avoir eu Catherine Deneuve pour faire La Reine des Neiges et par contre ça se permet de remplacer les somptueuses musiques orchestrales par du vieux synthétiseur MIDI. Alors c'est pas tout, il y a encore pire, mais on y reviendra un peu plus tard. Bref, on continue pour arriver en 1964 avec un téléfilm allemand en noir et blanc, suivi d'un long métrage soviétique de 1967. Par la suite, en 1976, on aura une première version de la BBC avec des vrais acteurs dans des décors dessinés. C'est aussi mignon que c'est moche, mais passons. Les années 80 accueilleront pas mal d'adaptations, on a une version de 1985 avec Laura Ingalls, une de 86 un peu chelou avec des enfants à moitié à poil sur une plage, et une autre en mode théâtre filmé avec des costumes un peu cringe. Et décidément, 1986, c'est l'année du malaise parce qu'on poursuit avec une autre adaptation russe qui donne parfois envie de s'enfoncer des stalactites dans les yeux. On arrive ensuite dans les années 90 avec La Reine des Neiges et La Reine des Neiges, la revanche, artefact tristement représentatif de cette décennie damnée par tous ces films d'animation médiocres qui sortaient directement en VHS. L'année 2002 nous propose un sympathique téléfilm qui a dû égayer de belles après-midi chômage-repassage coincé devant M6. On continue, mais je ne veux plus faire de pirouettes. D'accord, on ne fait plus de pirouettes. Alors à noter que ça dure quand même 3 heures, donc faut être motivé, mais du coup, les personnages sont bien écrits et l'histoire intelligemment adaptée, je recommande, c'est plein de bonnes surprises. Savez-vous comment aller en Laponie ? En Laponie ? Je pourrais y aller les yeux fermés, c'est dans ce beau pays que je suis né. Mais pour ce qui est de courir, ce n'est pas possible, pas à mon âge. N'avez-vous jamais eu de l'arthrite ? On enchaîne avec une nouvelle version de la BBC qui date de 2005, métrage étrange, très expérimental, avec des décors qui dégoulinent d'amour pour Photoshop. Alors au début, j'aurais pas misé un copec sur cette adaptation, hein. Dès les premiers coups d'œil ça paraît moche et pas fluide, touchez pas à votre écran, hein. C'est bien du 12 images et demie par seconde, mais je sais pas. Après un quart d'heure à mettre le doigt sur tous les défauts visuels, je trouve qu'on finit par accepter le délire et... C'est bizarre, mais en fait ça finit par devenir super charmant et des fois c'est très onirique. Surtout qu'il y a un élément irréprochable qui lève la barre mais très très haut, c'est la bande sonore. Et en fait, avant d'être un film de la BBC, il faut savoir que c'était d'abord un opéra musical de 2003, qui a eu tellement de succès qu'il a ensuite été porté à l'écran. Donc ça explique la qualité disproportionnée des mélodies par rapport au visuel.
Du coup, cette version qui était partie pour être le vilain petit canard de la sélection, m'est finalement apparue comme un bien beau signe. Au pire, regardez-le les yeux fermés. On continue avec en 2010, un drame social estonien. Pas en noir et blanc, mais c'est l'esprit. La Reine des Neiges de Mark Oraat, ou Lumekuningana dans la langue de Johan Hurb, un conte moderne narrant l'histoire d'une femme d'âge mûr en phase terminale, qui ira vivre dans une maison de glace, dans l'espoir de ralentir la progression de ses cellules cancéreuses. Elle rencontrera un jeune adolescent pubère et s'éprendra de ce garçon en quête d'expériences nouvelles, dans un amour au parfum d'interdit. Que de bons moments en perspective devant Lumekuningana, autour des thématiques de la passion, la mort et la pédophilie. Libéré, délivré. Donc arrive l'année 2012, qui verra la sortie de La Reine des Neiges par le studio russe Wizard Animation. Alors, comme c'est en images de synthèse, beaucoup de gens pensent que c'est un plagiat de la version Disney, cherchant à capitaliser sur son succès démesuré. Sauf que, c'est sorti bel et bien 1 an avant les aventures d'Anna et Elsa. Tu m'en diras tant. Alors le film rencontre tout de même un grand succès et s'exportera bien, enfantant un bon paquet de suites et même un spin-off en série d'animation. Bon, par contre, si le long métrage de 2012, c'est bien une adaptation du conte d'Andersen, les autres volets, ils partiront dans des délires qui n'ont plus rien à voir avec le matériau de base. Hein. C'est d'ailleurs un peu le bordel parce qu'à un moment donné, ils arrêteront de les marketer en France sous le nom La Reine des Neiges. Ce qui fait que le 3e épisode s'intitule chez nous La Princesse des Glaces. Et du coup, on se retrouve avec un 4e film en 2018 dont le titre complet, c'est La Reine des Neiges 4, La Princesse des Glaces 2, Le Monde des Miroirs Magiques. Mais bon, on s'en fout, de toute façon on va pas en parler. Tu es sûr? Oui, ça va aller. 2013, La Reine des Neiges de René Pérez vous propose de perdre 1h30 de votre précieuse vie à travers un navet fade et pas drôle, littéralement réalisé avec 3 bouts de ficelle et 2 masques d'Halloween. Alors certes, les décors naturels sont très beaux, s'il y a bien un effort que je peux décemment souligner avec cette daube, c'est qu'ils se sont bien fait chier à poser leur caméra dans des lieux magnifiques paumés au milieu de nulle part, où seuls des tarés iraient s'aventurer pour tourner des vidéos. Salut, c'est Mr. JD, et aujourd'hui on va parler des pubs pour les yaourts. Un non-film à éviter et qui ne mérite même pas le temps que je lui accorde là maintenant tout de suite. Je sais, c'est pas gentil, mais c'est vrai. Et voilà qu'on arrive enfin à la version de Disney, intitulée comme les autres La Reine des Neiges, alors que le titre original c'est Frozen, qui signifie gelé. Donc, pour le distinguer des autres, parce que je vais pas mal en parler, je vais employer le terme anglais, comme ça évitera les confusions. Donc, Frozen, phénomène planétaire surprise de 2013, est une histoire qui se détache énormément du conte d'Andersen, en tout cas en ce qui concerne son scénario, parce que finalement, on constatera qu'il respecte pas si mal l'esprit du conte, ce qui sera quand même beaucoup moins le cas de la suite de la franchise. Alors on notera juste que le personnage d'Olaf, il est très inspiré d'une autre histoire de l'auteur danois qui présente un bonhomme de neige naïf, pas né de la dernière pluie mais carrément de la dernière neige, et qui rêve de se chauffer la carotte au coin d'un poêle à bois. Et juste pour l'anecdote, si vous pensiez que Kay et Gerda étaient pas dans le film, vous vous trompez parce qu'ils font une apparition en tant que serviteurs du palais. Est-ce que vous le saviez? Non. Voilà, alors c'est jamais dit dans les dialogues, c'est juste précisé dans le générique, ça sert à rien de le savoir, mais ça fait un petit hommage quand même. Et on termine tranquillement avec 2 versions de 2014 et 2015, respectivement allemande et russe, assez similaires quand même, parce qu'elles ont toutes les deux été tournées dans des décors naturels assez impressionnants et proposent l'une comme l'autre une galerie de costumes absolument tous magnifiques sauf toi. Donc voilà pour la petite liste des adaptations, voyons maintenant comment ils s'en sortent plus en détail. À défaut de séduire les auteurs de fiction par sa personnalité froide et sa palette d'émotions aussi variée qu'un nuancier de tapis Ikea, La Reine des Neiges, c'est avant tout une image forte, une esthétique qui captive immédiatement l'attention.
C'est cette beauté froide et mystérieuse qui donne toujours un boulot d'orfèvre aux costumiers les plus inspirés, qui s'enjaillent en matière de déclinaison de dentelle, de robes à paillettes et autres bijoux scintillants. Niveau décor, c'est l'opportunité de mettre en lumière des paysages enneigés somptueux et de faire rêver avec des palais féeriques aux architectures froides et sophistiquées ou désespérément vides. En même temps, c'est décrit comme ça dans le conte, donc on va blâmer personne. Bref, quand on a entre les mains un personnage aussi facile à iconiser que celui de la Reine des Neiges, on peut se dire que c'est gagné d'avance pour offrir aux spectateurs une antagoniste mémorable. Sauf que la Reine des Neiges, elle est un peu nulle en fait. Elle a le droit d'être nulle, il y a de très bonnes histoires avec des méchants pas terribles. Mais bon, le problème c'est que son nom, il est dans le titre quoi. Alors habituellement, si on nomme une œuvre en fonction de son méchant, ça implique deux possibilités. Soit le méchant est au cœur de l'intrigue et l'enjeu principal c'est de l'affronter, soit le méchant n'est en fait pas si vilain et on ressentira beaucoup de sympathie pour lui parce qu'il est charismatique et possiblement sur la voie de la rédemption. Sauf que la Reine des Neiges ne coche aucune des deux cases. Elle a pas besoin d'être vaincue et on n'éprouve aucune sympathie pour le personnage qui semble pas avoir de motivation particulière. En bref, Sa Majesté des Angelures, même si elle donne son nom au conte, elle est finalement très en retrait. Une fois qu'elle enlève le petit quai, on n'a plus de nouvelles jusqu'à la toute fin, où elle annonce simplement à son prisonnier qu'elle part en voyage du côté de quelques volcans italiens, histoire de leur repoudrer le cratère. Ce qui laisse le champ libre à Gerda, qui repart tranquillou avec son blondinet libéré dégivré, là où l'herbe est plus verte. Sauf qu'évidemment, une méchante aux abonnés absents, ça c'est une frustration que personne n'a jamais voulu assumer. Cherchez pas, vous trouverez absolument aucune adaptation qui accepte de conclure sans un semblant de confrontation entre Gerda et la Reine des Neiges. La pauvre, elle s'est quand même pas tapé toutes ses quêtes secondaires à la noix pour finalement être privée d'une belle baston avec la patronne des lieux. Bon voilà, on va pas tourner autour du pot, le mieux pour avoir une bonne sensation d'accomplissement, c'est quand même de voir le méchant se faire punir à la fin, hein. Ça c'est la base de la base de la base. Et faut pas croire, hein, mais même la version russe de 1957, qui est la version la plus proche du conte d'Andersen, elle déroge pas à la règle en écourtant le week-end à Vulcania de la Reine pour une ultime apparition, juste pour assister à la victoire de Gerda. Je ne te laisserai pas le reprendre. Tu m'entends ? Et le plus drôle, c'est qu'autant dans le premier doublage, la reine reste plantée là et disparaît sans rien dire, autant dans la réédition DVD, ils ont rajouté des dialogues pour ne laisser aucun doute possible concernant la déculottée que vient de prendre la tête couronnée. Tu as raison. J'ai perdu. Je n'ai aucun pouvoir contre la chaleur de deux cœurs qui s'aiment. Une autre idée récurrente, c'est de se dire qu'une Reine des Neiges, ça veut pas se salir les mains avec de la sale besogne. Et quoi de mieux pour s'occuper du linge qu'une bande de petits sous-fifres pour se libérer du temps et ainsi garder son royal fessier au frais toute la journée sur son trône gelé. Alors c'est souvent des petits trolls / gobelins un petit peu neuneux qui feront office de comic relief, des sbires pas si méchants qui finiront d'ailleurs par quitter le côté obscur à la moindre occasion. Il arrive quand même que l'acolyte de service rigole pas des masses, comme dans le film soviétique de 1967, qui introduit un nouveau méchant sorti tout droit d'un chapeau magique, une sorte de businessman en haute forme, complice de la Reine des Neiges, et c'est d'ailleurs lui qui débarque au début chez la grand-mère avec Kay et Gerda. En gros, le mec cherche à tout prix à lui acheter ses roses, qui sont suffisamment balèzes pour pousser en plein hiver, un bon plan selon lui pour faire fortune en les cultivant en masse. Mais il a beau mettre tout son or sur la table, la mamie refuse de se laisser acheter, frustrant ainsi le bonhomme de glace revanchard qui a visiblement pas l'habitude qu'on lui refuse quoi que ce soit. Et c'est lui qui enverra la Reine des Neiges en punition et qui continuera d'agir dans l'ombre pour mettre définitivement des bâtons dans les roues de la petite Gerda. Bon, sachant que c'est un film soviétique réalisé en pleine guerre froide, je pense que ça fleure bon la critique du capitalisme américain. Mais au fond, la véritable utilité des mignons, c'est principalement d'expliquer ce qui empêche Kay de s'échapper du palais, ce dernier étant ainsi surveillé H24. L'occasion de passer un peu plus de temps avec le jeune homme et bien prendre conscience de la détresse du gars qui ne pense qu'à rejoindre sa Gerda d'amour, enfin jusqu'à ce que la reine le rende tout bleu et que là, y a plus besoin de le surveiller parce qu'il est tout docile.
La version qui exploite le plus ce filon, c'est le téléfilm de 2002. Clairement, c'est la mouture où on passe le plus de temps avec Kay, ses envies, ses angoisses, et bien sûr son geôlier Bougon, un ours blanc bavard à la botte de la reine. Vous n'avez pas envie de sortir d'ici? Pourquoi sortirais-je? C'est un très bon endroit pour pêcher. En plus, j'ai une jolie chambre très froide orientée au nord. Animatronique que je trouve vachement bien fait et avec qui Kay finira par sympathiser au cours de longues soirées d'hiver. Un peu trop peut-être. Bref, de la bastonnade en plus et des laquais en pluche, tout ça ne saurait suffire pour réétalonner cette reine qui fait quand même pas le figure au panthéon des méchants mémorables. Et la solution la plus simple, c'est encore de broder une histoire dramatique à la reine pour justifier ses mauvaises actions. Une petite fille humiliée qui se changera en sorcière revancharde, un troll susceptible qui a gelé le cœur d'une mère de famille s'étant foutu de sa face. En bref, on ne naît pas reine des neiges, on le devient. Du coup, pour rompre le sort, la reine aura simplement besoin d'être comprise, de croire en la pureté de ses sentiments humains, et parfois il lui suffira juste de recevoir le pouvoir de l'amour dans la tronche pour reprendre des couleurs. Soudain, la reine des neiges redevint la charmante, la gentille jeune fille qu'elle était vraiment. Merci infiniment. Maintenant, je sais qui je suis. Me voilà libre. Au revoir. Et puis, au milieu de toutes ces origines qui sentent le réchauffer, débarquent les équipes de Disney qui décident d'aller un peu plus loin en faisant de la reine non pas une méchante, ni même une victime vengeresse, mais bien un personnage positif à part entière. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, d'ailleurs ça leur a même pris quasiment 80 ans. Si on sait que Walt Disney était intéressé par une adaptation dès les années 30, faut pas oublier qu'à l'époque il était question de réaliser un segment court au cœur d'une compilation d'histoires d'Andersen. On n'aurait certainement pas eu droit à un long métrage avec des personnages super développés, mais seulement à une capsule de moins de 10 minutes à la manière d'un chapitre musical de Fantasia. Alors on soulignera quand même une tentative dans les années 70 de concevoir une nouvelle attraction au parc Disneyland. C'était un projet ambitieux autour du palais de la Reine des Neiges avec de nombreux animatroniques, mais qui ne dépassera pas l'étape de croquis préparatoire. Tout ça, ça a été rangé au frigo jusque dans les années 90, lors du second âge d'or de l'animation Disney, où là, on a enfin eu droit aux véritables premières ébauches d'un long métrage sur la Reine des Neiges. Pendant 20 ans, la patate chaude passera entre plusieurs mains, pour être mise au frais à nouveau jusqu'à la fin des années 2000, où là démarrera enfin la production de ce qui deviendra Frozen. Pour moi le prix de la liberté. Alors il existe une large banquise d'images dévoilant les différents prototypes des personnages, et si on constate qu'Anna était déjà très aboutie sur tous les croquis, Elsa en a apparemment vu des vertes et des pas mûres pendant un moment, hein. Cependant, malgré son teint de schtroumpfette, sur certains concept art, on sent une volonté palpable de rendre plus chaleureuse la reine, qui aurait certainement pu devenir une antagoniste dynamique et pétillante, dans un scénario probablement assez proche de celui de la petite sirène, en mode pacte avec le diable, ce qui a dû paraître trop redondant aux équipes artistiques. C'est plus tard que viendra l'idée de faire d'Anna et Elsa des sœurs, mais toujours en conservant la part de vilainie de la Reine des Neiges. Alors là on est gâté parce qu'on a carrément droit à un modèle 3D de Dark Elsa, issu du scénario où elle aurait volontairement jeté un froid sur le royaume en entier, et pas par accident comme dans le résultat final. Et en fait, si vous regardez attentivement la première bande-annonce de Frozen, vous pourrez même repérer un plan qui est pas du tout dans le film, où on aperçoit Elsa utiliser ses pouvoirs avec un regard un tantinet diabolique, ultime relique de son ancienne personnalité. Ainsi, Elsa deviendra une jeune femme pleine de bonnes intentions, mais tellement effrayée à l'idée de faire du mal qu'elle décidera de s'isoler en se morfondant dans la peur et l'angoisse. Tout ça à cause de pouvoirs magiques qu'elle a jamais eu l'occasion d'apprendre à maîtriser correctement. Mine de rien, on obtient ici un personnage foncièrement dramatique, tiraillé par des préoccupations complexes, s'infligeant elle-même une forme de répression et sombrant dans une solitude assez déprimante. Un royaume de solitude m'a placé là. Toujours. Souvent quand on parle de Frozen et qu'on essaye de comprendre le succès démesuré du film, on met en avant les chansons, l'humour. Mais en fait, je pense que la profondeur des thématiques abordées, elle a aussi beaucoup contribué au fait que des millions de personnes aient pu s'identifier à Elsa. C'est une vraie richesse d'écriture que j'ai beaucoup sous-estimée quand j'ai vu le film pour la première fois, alors que maintenant, ça m'apparaît comme une des meilleures qualités du long métrage. Frozen reste malgré tout l'adaptation la moins fidèle du travail d'Andersen, l'auteur danois ayant caractérisé sa Reine des Neiges davantage comme une force naturelle indomptable plutôt qu'un personnage. Elle représente l'hiver qui passe, elle laisse sa place au printemps après une période figée, parfois teintée de dépression pour celles et ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de voir le verre de vin chaud à moitié vide. Elsa, c'est en fait la Reine des Neiges qui refuse d'incarner cette entité sans âme et qui au contraire s'appuiera sur ses sentiments et sa personnalité pour exister. L'amour
Bien sûr, l'amour. Évidemment. Contrairement aux histoires qu'on a déjà abordées jusqu'à présent, à savoir des contes plutôt concis qui nécessitaient d'étaler le peu de confiture de la barquette sur la tartine bien trop grande du cycle du héros hollywoodien, le conte de la Reine des Neiges, c'est long. Et non seulement c'est une aventure au long cours, mais en plus il s'y passe v'là de trucs, avec l'introduction de what 1000 personnages et autant de décors différents durant le voyage de Gerda. Alors étonnamment, beaucoup d'adaptations assument de suivre le fil conducteur d'Andersen et ne charcutent pas tant que ça la structure de base. On a toujours la Dame au jardin, le couple de Corneille, l'infiltration au château et le chapitre avec les bandits. Ces passages-là sont aisément les plus emblématiques du conte et sont tout à fait calibrés pour créer un bon spectacle de cinéma. Il y a des animaux et des plantes qui parlent, de l'action et du danger avec le groupe de voleurs et des quiproquos avec prince et princesse. Alors il y a bien quelques personnages fusionnés, c'est vrai que la vieille Laponne et la Finnoise, elles ont un côté un peu redondant. Donc allez hop, on met tout ça dans le même panier et on file sauver Kay sans tortiller la morue. On a aussi le fait que Kay et Gerda soient voisins, qui est souvent modifié par souci d'économie de temps et de décor, soit on en fait des frères et sœurs et comme ça on a besoin que d'une seule maison, ou au pire, si on veut qu'ils soient quand même amoureux mais pas incestueux, on trouve moyen de dire que Kay est orphelin et qu'il a été accueilli par la famille de Gerda. Pour le reste du casting, même si on retrouve les figures familières du conte, ça n'empêchera pas de les remixer un peu, quitte à les dénaturer de leur sens originel. Dans l'ordre, on commence avec la femme du jardin, figure accueillante et plutôt rassurante de prime abord, qui dans le conte s'attache à la gamine et l'envoûte un peu pour qu'elle ait envie de rester avec elle. Depuis combien de temps je suis ici? Tu as vécu ici toute ta vie? Non. Pour pimenter la séquence, on n'hésitera pas à rendre la meuf complètement tarée et super dangereuse, avec à la clé pourquoi pas un boss fight avec des plantes carnivores. Vient ensuite la séquence d'infiltration au château, alors que Gerda pense y trouver son tendre Kay. Pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on rajoute parfois un roi en bonus des 2 enfants, peut-être parce que ça ferait bizarre d'avoir une principauté avec 2 mioches, du coup on ajoute un bon gros roi rigolo. Concernant le clan des voleurs, dont le campement est situé dans les bois, il y a une constante étrange, mais qui au fond, devrait pas me surprendre plus que ça, parce que je finis par en avoir l'habitude, mais va savoir, plein d'adaptations tiennent absolument à en faire des pirates. Des pirates, des bois. Des pirates? Ici? Du coup, on dirait un parcours d'acrobranche pour gamins. Il y a même une version qui assume de faire du quartier des bandits un parc à thème pour enfants. Enfin bref, j'imagine que c'est dans le but d'induire aux spectateurs l'idée que ces bons vieux loups de terre-mer ne sont pas si dangereux que ça, parce que c'est bien connu, les pirates, c'est des assassins au grand cœur, hein? Tous les profs d'histoire vous le diront. Je suis très pauvre et très ordinaire, personne ne paiera de rançon pour moi. Alors dans ce cas, on va te jeter dans la marmite. Vous faites bouillir l'eau, les gars? Ouais. Mais ce qui n'est presque jamais respecté dans les adaptations, c'est le fait que le voyage de Gerda est en réalité entièrement guidé par le fruit du hasard. Dans un souci de rendre le personnage de Gerda moins passif, on décide d'en faire une battante qui se lance volontairement à la recherche de Kay à travers tout le pays. Alors qu'en réalité, à la base, elle est embarquée malgré elle par le courant de l'eau sur sa coquille de noix. Ainsi, contrairement au conte, les différentes étapes de son voyage ne seront pas des rencontres fortuites uniquement destinées à lui faire perdre son temps, mais bien des occasions d'apprendre des informations utiles sur la suite du chemin à suivre pour arriver à Kay. On cherche parfois tellement à tout justifier que le film de 2002 décide par exemple de faire de la jardinière, la princesse et la voleuse les 3 frangines cachées de la Reine des Neiges, chacune représentant respectivement le printemps, l'été et l'automne, la Reine des Neiges étant elle évidemment l'hiver. Surprise! Une révélation de fin plutôt astucieuse et bien pensée, hein. Après tout pourquoi pas, c'est vrai que c'est pas désagréable quand tout est fluide et que les pièces du puzzle s'imbriquent parfaitement. Voilà, une sensation d'accomplissement palpable, c'est toujours agréable en fiction. Comment le savez-vous? Parce qu'elle est ma sœur, c'est ma sœur. C'est ma sœur. Seulement voilà, ça reste une complète contradiction avec l'écriture originelle du conte. Parce qu'à travers cette histoire un peu bizarre où le chaos règne en maître, se dégage tout le sel du style d'Andersen, l'humour ironique. Chaque rencontre que fait Gerda dans le conte est pratiquement inutile. Toute aide qui lui est apportée ne mènera à rien, et aucun obstacle n'est véritablement surmonté avant l'arrivée au palais. Et d'ailleurs, un effet de style récurrent dans l'œuvre d'Andersen, c'est l'ambiguïté de savoir qui est le véritable protagoniste de l'histoire.
Pour la Reine des Neiges, on pense à Gerda, puisque c'est elle qui entreprend le voyage. Mais en réalité, certains personnages qu'elle rencontre finiront par essayer de lui voler la vedette, à l'image de ce très long passage chez la jardinière, où chacune des fleurs commence à raconter sa life. C'est une vraie pause dans le récit, où l'on pourrait tout à fait partir dans une autre histoire, enchâssée à l'intérieur de celle de Gerda, un peu à la manière des 1001 nuits, qu'Andersen appréciait beaucoup. C'est sans doute une des raisons pour laquelle le conte ne s'intitule pas Le Voyage de Gerda. Et aussi parce que c'est complètement nul comme titre. En fait, Andersen cherche avant tout à contrer la structure traditionnelle des contes, qui sont habituellement régis par des formules de type étape répétée, alors que chez lui, c'est davantage YOLO. On pourrait d'ailleurs presque considérer qu'il s'agit d'une parodie en fait. Si on prend l'exemple de la corneille, habituellement, dans les récits traditionnels, en particulier d'Europe du Nord et de l'Est, c'est un animal guide sur lequel le héros peut compter, soit en lui révélant quelque chose, soit en le récompensant pour une épreuve type franchir une rivière ou libérer un autre animal. Chez Andersen, l'animal guide, il a du plomb dans l'aile, en guidant Gerda dans le mauvais palais pour retrouver le mauvais garçon. Non, la corneille, elle est surtout là pour se vanter d'être proche de la royauté, et en fait, elle lui aide aucun secours. Et alors, comble du comble, mais à la fin de l'histoire, alors que Gerda revoit émue tous les personnages rencontrés, comme une sorte de célébration ultime de la victoire, elle apprend par la jeune voleuse que tout le monde va bien, que tout le monde il est heureux, sauf la corneille qui est morte. Et que sa femme pleure tout le temps au point que ça en devient super pénible. Enfin, je veux dire, c'est marrant, quoi. Enfin, moi, ça me fait marrer. Pour en finir avec les hasards, il est temps de revenir sur cette histoire très aléatoire d'éclats de miroirs qui finissent par corrompre le regard du petit mouflard. Comme on l'a évoqué, au début du conte, Kay reçoit un morceau dans l'œil et le cœur qu'ils changeront en êtres désagréables et moqueurs. Son nouveau pouvoir, en fait, c'est de percevoir les défauts de tout ce qui l'entoure, même les plus infimes. Il rejettera par exemple ses roses préférées parce qu'il se rend compte qu'il y a des bêtes dessus, il fera des imitations blessantes de la grand-mère de Gerda, et ne trouvera finalement du plaisir que dans les mathématiques, seule forme de perfection à la hauteur de son esprit cynique. C'est incroyable un flocon de neige. Il n'y a aucun défaut, c'est parfait. Dommage que ça fonde. Mais la grande question, c'est de savoir d'où provient exactement ce maléfice. Alors est-ce que ce serait pas en lien avec la Reine des Neiges ? Après tout, c'est la solution qui paraît la plus logique, elle est d'ailleurs adoptée par un maximum d'adaptations. On présente le miroir comme lui appartenant, elle l'aurait brisé par accident, puis elle chercherait quelqu'un pour le réparer, d'où son intérêt pour Kay, devenu super fortiche en géométrie après avoir reçu un compas dans l'œil. Pas dit comme ça, voilà, ça semble couler de source, tout s'imbrique à merveille, c'est très bien. Sauf que dans le conte, le miroir n'a aucun lien avec la Reine des Neiges. En fait, il est précisé dès les premières lignes du texte que le miroir est en réalité l'œuvre du diable en personne. Un objet des enfers que Lucifer a conçu pour causer du tort aux mortels qui se reflèteraient dedans, ne pouvant y voir que le mauvais côté de leur âme. Et c'est lorsqu'il voulut se moquer de Dieu en envoyant le miroir au paradis, que l'objet éclata en 1000 morceaux qui se répandirent dans le monde entier, jusqu'à ce que, par le plus grand des hasards, 2 morceaux maudissent le petit Kay. Alors oui, rien que ça. Donc là, je pense qu'on prend bien conscience de l'aspect très éparpillé du récit, où tout n'est que concours de circonstances sans véritable sens narratif quant au lien de cause à effet. Parce que je vous le donne en mille, une fois son miroir brisé, le diable, on n'en entendra plus jamais parler. Au frigo le diable. Mais voilà, une intrigue qui éclate en plein de petits épisodes qui se relient pas bien entre eux, ça fait qu'à un moment on se demande un peu où ça veut en venir, quoi. Et on comprend aisément pourquoi chaque adaptation cherche à tout prix à appliquer un sens au malheur de Kay et aux déambulations de Gerda, alors que dans le conte de base, ce n'est ni un voyage initiatique, ni l'occasion d'apprendre une leçon particulière. C'est une histoire qui se laisse littéralement porter par le courant. Alors ça peut paraître un peu random comme procédé, mais ça permet à Andersen de laisser de la place à l'errance, la poésie, en laissant de côté la narration trop formelle. Bon, jusqu'à ce qu'il renoue avec pour conclure l'histoire, parce que bon, faut bien finir, quoi, c'est un minimum. La magie et les contes, ça fait un mariage heureux, c'est bien connu. C'est un peu comme les crêpes et la pâte à tartiner choco-noisette bio sans huile de palme. Et le conte d'Andersen, à première vue, il a pas l'air de déroger à la règle, étant recouvert d'éléments merveilleux comme s'il en neigeait. Mais à bien y regarder, la Reine des Neiges c'est quand même plutôt ancré dans le réel. Déjà parce que ça se passe dans notre monde, en Europe, donc pas du tout dans un pays enchanté fort lointain. En fait, chez Andersen, tout ce qui a trait à la magie, c'est quand même davantage teinté d'une aura chrétienne que de quelconque émanation fantastique. Déjà, on a le fameux miroir du diable, brisé lorsque ces diablotins voulurent l'approcher trop près de Dieu, engendrant des milliers d'éclats qui iront corrompre les âmes innocentes. Elles étaient affreuses, ces fleurs. Affreuses.
Ensuite, on a énormément de prières au fil du conte, avec entre autres le passage où Gerda approche du château de la reine et déballe sa foi sur la glace publique pour calmer les vents violents. On sans parler de l'épisode où elle parvient à repousser une attaque de flocons monstrueux avec un autre père bien placé qui transforme son souffle en une condensation de petits angelots. Je sais, c'est bizarre, mais c'est écrit noir sur blanc, À un moment, Gerda fait littéralement sortir de sa bouche une armée d'anges avec son haleine de bonne croyante. Voilà, le pouvoir de la parole divine, ou en tout cas du souffle divin. The Legend of Gerda, Breath of the Christ. Bon, du coup, avec toutes ces bondieuseries, on perçoit plus que jamais l'influence que la pieuse mère d'Andersen a eue sur son travail. Et au cours de sa carrière, plus le temps passera, plus les histoires du Danois seront empreintes d'une spiritualité de gros bigots. Pourtant, la grande majorité des adaptations ignorent complètement toute référence aux prières et au miroir du diable. Ce qui est super ironique, c'est que dans notre chronique sur Blanche-Neige, on remarquait que beaucoup d'adaptations avaient christianisé ce qui, à la base, est quand même un conte païen. Et ici, on se retrouve avec un conte chrétien complètement débarrassé de ses racines religieuses. J'imagine que la sulfureuse pomme du péché originel, ça reste quand même plus sexy que des grenouilles de bénitier qui font leurs prières par moins 40 degrés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que certains éléments de cette déchristianisation datent des premières traductions du texte danois vers l'anglais, avec par exemple le terme diable qui avait été changé en hobgoblin. Le hobgoblin, c'est une créature du folklore britannique qui à la base n'a pas vraiment de lien de parenté avec le gobelin, même si au fil du temps ça s'est un peu amalgamé. Normalement, c'est un peu l'équivalent d'un elfe de maison, un être espiègle mais plutôt bienveillant, là où le gobelin est vraiment censé être une petite crevure. Ça explique pourquoi les adaptations anglophones n'exploitent pratiquement jamais l'image du diable au profit d'une créature folklorique moins effrayante pour les enfants. Enfin, dans les cas où le diable n'est pas tout simplement coupé au montage bien sûr. Ajoutez à cela que les traductions anglaises ont beaucoup atténué l'humour et l'ironie dans les textes danois, et vous avez une explication toute prête pour comprendre pourquoi Andersen a longtemps été perçu comme un auteur pour enfants en dehors de son pays. Comme on l'a déjà abordé, le miroir du diable permet à l'histoire de démarrer, et pourtant, il se fait assez vite oublier. Il n'en reste pas moins un objet dont la symbolique est très forte, mais souvent incomprise, voire ironiquement déformée dans les adaptations. Le problème, c'est pas tant de le dissocier du diable pour en faire un objet appartenant à la Reine des Neiges. Après tout, la Reine du Conte possédait déjà un autre genre de miroir, sous la forme d'un lac gelé situé dans son palais, constitué lui aussi de milliers de fragments de glace, et qui est carrément nommé le miroir de la raison. Un peu redondant avec le miroir du diable, sachant qu'évidemment, ça n'a aucun lien. Ce lac gelé, il va servir à occuper Kay pendant son séjour. En effet, la reine lui propose de rassembler les fragments pour constituer des formes et des mots. C'est d'ailleurs une bonne occasion pour Andersen de lui donner une réplique encore très drôle. La Reine des Neiges lui avait dit « Si tu peux former cette figure, tu seras ton propre maître. Je te donnerai la terre entière et une paire de patins neufs. » Alors je vous le donne en 1000 morceaux, mais les adaptations feront évidemment une fusion entre le miroir du diable et le lac gelé, ce qui deviendra une épreuve pour Kay qui devra reconstituer l'objet maléfique pour restaurer ses pouvoirs afin que la reine l'utilise pour dominer le monde. Donc dans ces adaptations-là, le miroir devient littéralement une arme, puisqu'on nous explique qu'il permettra de répandre la désolation autour de lui, parfois même en transformant les gens en monstres. J'ai l'air d'une grosse truie dans cette robe-là. En réalité, dans le conte, ce miroir est plutôt une métaphore des obsessions d'Andersen pour la critique et son traumatisme d'étudiant brimé. En gros, ceux qui sont affectés par la malédiction ne sont plus capables de reconnaître la vraie valeur d'une personne ou d'une œuvre, ne rendant visibles que les points négatifs. Une référence directe à tous ceux qui ont rabaissé l'auteur danois et son travail. En fait, il se voit reprocher son manque de culture et la quantité déplorable de ses fautes. Car effectivement, le parcours éducatif du bonhomme est plutôt chaotique. Enfant, il est allé à l'école des pauvres d'Odense, où il a appris à lire et écrire, les fondements de la religion et quelques bribes de calcul. Ce qui est bien, mais pas top. Ayant grandi avec de grosses lacunes dans de nombreux domaines culturels, un de ses futurs protecteurs lui obtiendra une bourse d'études et l'incitera fortement à reprendre le travail scolaire pour se mettre à niveau. Cette reprise des études sera un véritable parcours du combattant pour lui. Il ne ménage pas ses efforts, mais peine beaucoup. Surtout que le directeur semble avoir à cœur de le faire trimer. Cette expérience désastreuse du système éducatif lui laissera des marques à vie, et sera à l'origine de son rejet des apprentissages académiques, en particulier des mathématiques. Ce n'est pas pour rien que dans son conte, il est précisé que certains éclats du miroir maudit furent utilisés comme verres de lunettes qui faussent le jugement. Encore une pique adressée aux détracteurs prétentieux d'Andersen.
Des gens qui moquaient son âme de poète sensible à la beauté de la nature en opposition avec le savoir académique des grands hommes de science. Et c'est donc de là que vient l'obsession de Kay pour les mathématiques et la quête impossible de perfection. L'opposition de la logique avec l'art, c'est d'ailleurs plutôt bien représenté dans le film d'animation de 2012, où la Reine des Neiges capture des artistes pour les geler par pur dégoût de leur sensibilité. Concernant la symbolique du mot éternité que Kay doit former avec les cristaux de glace, on peut l'interpréter comme une quête de Dieu. Si Kay ne parvient pas à former les mots lorsqu'il est en mode cynique, c'est parce que d'une part son obsession des sciences est en fait une considération terrestre bien futile, et d'autre part parce que son aveuglement de la beauté du monde ne lui permet pas l'élévation de l'âme. Et on remarque que c'est uniquement lorsque Gerda le rejoint que le mot se forme, alors qu'il est inondé d'un amour pur. À l'image de l'amour de Dieu, qui est infini. Les adaptations préféreront encore une fois jouer sur l'aspect magique plutôt que biblique, équipant par exemple Gerda d'une potion qui fera exploser la Reine des Neiges, ou encore d'un autre miroir qui inversera les effets de celui qui est maudit. En réalité, dans le conte, Gerda n'est pas courageuse et entreprenante, elle est avant tout une incarnation de la dévotion. Son seul moteur, c'est son obsession de retrouver Kay. Quand elle croise des personnages qui essaieront de la retarder, elle s'en sortira simplement en exprimant à quel point elle est dévouée à le sauver. Même la jeune brigande, présentée comme cruelle et tortionnaire, laissera fondre son petit cœur de pirate en écoutant parler la gamine aux abois. C'est d'ailleurs encore plus évident lorsque la vieille finnoise refuse de préparer à Gerda une potion magique de force pour affronter la reine, la pureté de ses sentiments étant, selon elle, l'unique chose requise pour triompher. Mais bon, l'amour, ça fait pas exploser des trucs, donc forcément... Ainsi, on peut dire qu'en opposition au miroir maudit qui reflète uniquement les plus mauvais aspects de chacun, Gerda est elle-même une métaphore du miroir positif, puisqu'elle permet à elle seule de faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en chaque personne. Je ne savais pas moi-même que c'était possible. Dans le conte, il est précisé que Kay et Gerda s'aiment comme des frères et sœurs, bien qu'ils ne le soient pas. C'est donc, comme on vient de le voir, un amour assez chaste, plein de bons sentiments bienveillants entre deux enfants un peu gnangnan. Et ça, visiblement, ça a frustré plus d'un scénariste avide de mettre en scène un couple, un vrai. Ainsi, les adaptations les plus ardentes n'hésiteront pas à faire de Kay et Gerda de jeunes adultes qui auront à cœur de se chauffer un peu si la soirée venait à être trop fraîche. Une relation naissante qui sera compromise par la Reine des Neiges qui constituera le sommet obtus d'un triangle amoureux. Après tout, elle attire Kay dans son traîneau, le garde auprès d'elle, possessive, l'embrasse même à 2 reprises pour lui faire oublier Gerda. La reine peut être alors perçue comme une sorcière envoûtant le jeune homme par ses charmes, jusqu'à l'aveuglement et la perte de son identité pour Kay, en opposition à l'amour véritable qui lui incite à être purement soi-même. Un garçon extraordinaire comme toi mérite ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire vous? C'est-à-dire moi. C'est cependant une passion qui ne connaît jamais d'aboutissement puisque si la Reine des Neiges est tentatrice, elle reste aussi froide, distante et donc castratrice. Il est effectivement précisé dans le conte qu'elle ne peut offrir un 3e baiser à Kay, sans quoi il en mourrait. C'est donc les caractéristiques d'une vraie passion qui ne peut être assouvie, sans quoi elle deviendrait destructrice. J'ai mal. Très mal. Je ne t'embrasserai plus. Comme on vient de l'expliquer, dans le conte, l'amour de Kay et Gerda est surtout à comprendre dans un sens indéniablement religieux. Ils sont des enfants dans le sens chrétien du terme, innocents, purs, vertueux, tout ça. La passion, incarnée par la Reine des Neiges, va à l'encontre de ce paisible amour de Dieu, c'est donc un sentiment douloureux et refoulé. Andersen exprime en fait ici à quel point il peut se sentir tiraillé, surtout en ce qui concerne les sentiments affectifs. L'auteur danois décrit lui-même son adolescence comme une période où il se sentait très naïf, choqué aux moindres propos un peu osés qu'il entendait notamment dans son milieu d'origine. De fait, il n'a jamais vécu de véritable relation et ne s'est jamais marié. Cependant, il se serait tout de même enflammé pour certaines femmes inatteignables de la haute société. Une de ces figures souvent mentionnées est celle de la cantatrice Jenny Lind, pour qui il aurait écrit un conte d'amour, Le Rossignol. Le biopic de 2003 dresse d'ailleurs un parallèle entre son amour non réciproque pour la chanteuse et le caractère froid et distant de la Reine des Neiges. En fait, il faut savoir que le parallèle entre ses relations amoureuses et ses contes, c'est un sujet très largement étudié et débattu depuis des décennies et qui est l'objet de quelques débats controversés. En effet, il a été déterminé au vu de ses correspondances que ce dernier semble avoir exprimé des sentiments très forts pour plusieurs hommes. Le refoulement de ses potentielles passions homosexuelles, contraires à sa religion et en opposition avec les mœurs de la société, ça pourrait expliquer ses constances dans le renoncement à l'autre.
Pouvant correspondre aux critères queer du fait qu'il sort des modèles hétéronormés, certains spécialistes ont également interprété Andersen comme étant asexuel, du fait que malgré ses différents débordements d'affection pour les autres, il semblait toujours indifférent au côté charnel. D'ailleurs, sur le site officiel du centre Hans Christian Andersen, on trouve une section entièrement dédiée à la question de l'homosexualité. Et même si le pavé nie en bloc le fait qu'Andersen ait pu être gay, l'ambiguïté reste de mise. Dans une large mesure, Andersen était un être androgyne dans l'âme. Il est juste de mettre en avant l'ambivalence et les traumatismes de la vie émotionnelle d'Andersen en matière de sexualité. Quelle que soit la vérité sur la nature des sentiments de Hans Christian, on peut être sûr qu'il était bel et bien mal dans sa peau, confronté à un bouillonnement intérieur difficile à démêler dans une époque et un contexte où le sujet était tabou, surtout en regard de sa foi chrétienne. Et c'est donc d'autant plus intéressant d'avoir choisi d'en faire l'arc narratif d'Elsa, qui finalement incarnerait dans Frozen la figure de l'auteur du conte en crise d'identité et cherchant à refouler ses sentiments. Reste sereine, contrôle-toi, étouffe tes émotions, étouffe tes émotions. Et c'est d'autant plus troublant quand on sait qu'il y a énormément de théories et spéculations quant à la possible homosexualité du personnage. Avec Andersen, on entre dans une nouvelle mutation du conte. Des histoires universelles qui appartenaient à tous et qui étaient régies par des règles tacites deviennent des récits très personnels, influencés par le romantisme, mais surtout où transparaissent la vie et les tourments de son auteur. Avec La Reine des Neiges, Andersen laisse à la fois parler son style, si particulier, son enchantement pour la nature, mais aussi ses tourments intérieurs qui le rongent. C'est pas pour autant qu'ils en perdent leur valeur collective. Chacun peut continuer de se retrouver dans ces histoires et de se les réapproprier pour y trouver la même fonction libératrice. Bien qu'intime et ancrée dans une époque, La Reine des Neiges continue à nous parler, parce que les sentiments qui traversent le conte, ils sont tout simplement humains. C'est donc une histoire qui montre à quel point le cynisme, trait d'humour froid et sophistiqué, peut mener à la perte de son humanité, que la bienveillance reste finalement une porte vers l'émerveillement, et que l'absence de perfection n'empêche pas la beauté. Voilà, Compte à rebours est à présent terminé, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, et on vous dit à l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. On compte sur vous. Il est trop tard. Je ne pourrai jamais arriver tout là-haut à temps. Si vous le pouvez, j'en suis certaine. Ma petite Gerda, ce n'est pas possible. Je suis trop vieux. Vous êtes si vieux, Jafar. I'm the bad guy. Pourquoi ne pas dire à Gerda ici présente que tu t'appelles Martha? Pourquoi tu as dit ce prénom? Une dernière petite chose. Si vous êtes ici, c'est sans doute que vous aimez bien qu'on vous raconte des histoires. Et dans ce cas, j'ai quelque chose à vous proposer. Il s'agit d'un roman de fantasy que j'ai écrit. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo qui est dans le lien juste ici.